Vous écoutez On lit pour vous. Les athlètes et les GLP1, une relation compliquée. Un texte de Mathieu Perrault paru le 20 juillet 2026 dans la presse. Le retour au jeu de Serena Williams, facilité par l'utilisation de médicaments anti-obésité appelés agonistes du GLP1, survient alors que ceux-ci se trouvent dans la ligne de mire des autorités antidopage. Ces médicaments, dont fait partie Ozempic, donnent-ils un avantage indu aux athlètes qui en prennent? Pourquoi parle-t-on des GLP1 dans le contexte du retour de Serena Williams? Parce que la joueuse de tennis américaine de 44 ans a indiqué publiquement que son retour au jeu à Wimbledon avait été facilité par l'utilisation de Zepbound, une catégorie de médicaments couramment appelés GLP1. Zepbound l'a aidé à perdre du poids après sa deuxième grossesse. Elle est aussi devenue ambassadrice d'une entreprise de télémédecine très active dans ce domaine. Pourquoi sont-ils étudiés par les autorités antidopage? Parce qu'ils pourraient permettre de perdre du poids rapidement pour passer dans une catégorie inférieure dans certains sports, comme la boxe, indique Jean-François Naud, directeur du laboratoire de contrôle du dopage de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Certains GLP1 en développement, qui limiteraient la perte musculaire, pourraient également aider dans les sports où le rapport poids-puissance est très important, par exemple le cyclisme, dit M. Naud. L'Agence mondiale antidopage, AMA, a mis les GLP1 sur sa liste des substances surveillées depuis 2024. Pour interdire un médicament, il faut, selon l'AMA, avoir 2 de 3 critères, explique David Pavot, professeur de droit du sport à l'Université de Sherbrooke. Il faut que ça améliore la performance, que ce soit dangereux pour la santé et que ce soit contraire à l'esprit sportif. A priori, les 2 premiers critères sont satisfaits. Selon M. Pavot, qui a fait partie d'un groupe d'experts en sciences sociales de l'AMA, le danger pour la santé serait attribuable aux effets secondaires, qui limitent les indications cliniques des GLP1 aux patients obèses ou diabétiques. Quelles seraient les conséquences de la classification comme molécule de dopage des GLP1? Alexandre Caron, professeur de pharmacie à l'Université Laval, qui étudie les GLP1, estime qu'une interdiction par l'AMA pourrait alimenter les préjugés et la stigmatisation autour de ces médicaments et des personnes qui les utilisent pour des raisons de santé. Les gens aiment déjà détester ces molécules. On les présente souvent comme une solution facile, un raccourci, presque comme de la triche. M. Pavot, de l'Université de Sherbrooke, souligne que la multiplication des substances prohibées par l'AMA pose problème pour certains athlètes. On ne sait jamais sur quelle base l'AMA prohibe tel ou tel médicament, dit-il. C'est rendu qu'il est difficile pour un athlète de soigner une grippe. Ces médicaments sont-ils populaires chez les athlètes? Il n'y a pas d'études sur la prise d'agonistes du GLP1 chez les athlètes olympiques ou professionnels. Mais Luke Cox, chercheur en sciences sportives à l'Université Swansea, en Grande-Bretagne, a publié en mai dernier dans la revue Addiction Research and Theory une étude sur leur popularité chez les culturistes. Les agonistes du GLP1 sont très populaires chez les culturistes, dit M. Cox. Il y a d'autres athlètes pour lesquels la puissance musculaire et la diminution du gras, du poids, sont importants de la même manière. Donc je pense qu'on peut présumer que ces résultats s'appliquent aux athlètes en général. Il note que plusieurs articles médiatiques ont rapporté que les GLP1 sont populaires chez les vedettes du cinéma et de la télévision, même s'il n'y a pas d'études sur le sujet. M. Cox s'est penché sur les effets secondaires rapportés par les culturistes prenant du rétatrutide de contrebande, qui fait l'objet d'une évaluation par une revue avec comité de révision, peer review. Il s'agit d'un GLP1 encore en essai clinique. Il est donc impossible de l'obtenir sur le marché. À noter, les athlètes qui prennent des GLP1 l'obtiennent généralement hors des recommandations officielles qui le réservent pour le diabète et l'obésité.
Le rétatrutide est aussi appelé triple G parce qu'il stimule deux autres molécules impliquées dans la satiété. Il y a aussi sur les forums de culturistes des discussions sur des médicaments qui agissent sur 4 molécules de la satiété, dit M. Cox. Quels sont les GLP-1 actuellement développés spécifiquement pour les athlètes? Plusieurs sociétés pharmaceutiques vantent leur GLP-1 en développement sous l'angle d'une perte musculaire moindre, selon M. Cox. Cela est remarqué, selon lui, dans les forums d'athlètes amateurs et de culturistes. Mais selon M. Caron, il n'est pas clair que cette catégorie de médicaments cause une perte musculaire directe. Il existe certainement une perte de muscle lors d'une perte de poids importante, qu'elle soit obtenue avec un agoniste du GLP-1, un régime ou une chirurgie bariatrique. Les personnes en situation d'obésité ont souvent une masse musculaire plus importante. C'est comme si je vous mettais un sac à dos de 100 livres à porter tous les jours. Vous développeriez de la masse musculaire pour vous permettre de continuer vos activités. Mais le jour où je vous retire ce sac, vous n'aurez plus besoin d'autant de muscles. Ceci dit, le rétatrutide représente vraisemblablement la première molécule pharmacologique qui pourrait réellement concurrencer la chirurgie bariatrique en matière de pourcentage de perte de poids, estime M. Caron. L'ABC des GLP-1. Les agonistes du GLP-1 promettent une perte de poids spectaculaire en produisant une sensation de satiété. Ils ont été au départ utilisés chez les personnes diabétiques parce qu'ils stimulent la production d'insuline, une hormone qui facilite le passage du sucre du sang vers les cellules. Comme les diabétiques perdaient du poids grâce à ces molécules, elles ont ensuite été approuvées pour traiter l'obésité. Ils stimulent et imitent l'effet d'une hormone sécrétée par l'intestin durant un repas, le GLP-1. En savoir plus. 8%. Proportion des adultes canadiens qui prennent un GLP-1 contre 11% chez les adultes américains. Source léger. 20%. Proportion des femmes américaines âgées de 50 à 64 ans qui prennent un GLP-1. Source RAND. C'était Les athlètes et les GLP-1, une relation compliquée. Un texte de Mathieu Perrault paru le 20 juillet 2026 dans la presse. Violence sexuelle en temps de guerre, les leçons de la Bosnie, un texte de Marianne Demers-Lemay, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. Plus de 30 ans après un conflit qui a laissé des milliers de survivantes de violences sexuelles, la Bosnie-Herzégovine tente de se reconstruire suivant une approche holistique, non sans défi. À l'international, on s'inspire de ses réussites comme de ses erreurs. Le traumatisme restait vif à l'esprit d'Anna, prénom fictif. Un soir, elle décide de se confier à son mari. Elle a été violée lors de la guerre de Bosnie. Celui-ci se glace et la quitte. Elle élèvera seule leurs 2 fils. Quelques années plus tard, lorsque ceux-ci apprennent la vérité, ils lui font promettre de garder le silence. Un jour, à la télévision, Anna voit Sabija Uzic, directrice de l'ONG Medica Zenica, parler des violences sexuelles lors du conflit. Anna contacte l'organisme et commence à rencontrer périodiquement la directrice qui l'écoute et l'accueille dans ce qu'elle a vécu. Le sourire revient enfin à ses lèvres. Ses fils, surpris par ce changement, lui en demandent la cause. Elle leur confie avoir entrepris une thérapie. Ils lui disent qu'elle est alors libre de prendre la parole. Cette histoire illustre comment l'entourage peut contribuer au silence, au tabou, à l'abandon, au rejet ou, au contraire, au soutien, raconte, encore émue, Sabija Uzic,
qui est aussi théologienne musulmane et psychothérapeute. Le viol comme arme de guerre. L'histoire de Anna est malheureusement loin d'être une exception. Le viol a été systématiquement utilisé comme arme de guerre et outil de nettoyage ethnique par les forces serbes lors de la guerre qui a ravagé le pays entre 1992 et 1995. Dans plusieurs municipalités, des femmes ont été violées et torturées pendant des mois. Dans le pays, des dizaines de milliers de femmes, quoique le nombre soit difficile à estimer, auraient survécu à ce type de violence sexuelle. À la fin de la guerre, le cas de la Bosnie a permis de faire avancer le droit international. Longtemps banalisés et considérés comme des dommages collatéraux inévitables, les violences sexuelles ont été reconnues comme crimes contre l'humanité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, une instance créée pour répondre aux atrocités commises lors des guerres des Balkans 1991-2001. Pourtant, l'État bosnien a paradoxalement échoué à soutenir les survivantes de manière satisfaisante, estime Leila Mahmoud, experte des droits fondamentaux en Bosnie-Herzégovine. Les femmes étaient renvoyées vers des psychiatres qui leur prescrivaient des médicaments, alors que pour beaucoup d'entre elles, ce qui était important, c'était de pouvoir parler de ces expériences, observe Leila Mahmoud. Le système de soutien psychosocial et les institutions de santé mentale n'ont jamais été équipées de l'expertise technique nécessaire pour traiter ce type de traumatisme. Les ONG ont joué un rôle énorme pendant la guerre, après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, non seulement dans la consolidation de la paix, dans la création de ponts, mais aussi dans la prestation de services aux survivantes, poursuit l'experte. Les ONG fournissaient un service de soutien absolument essentiel à l'État sans que celui-ci les finance. Les ONG au front. Depuis 3 décennies, des organisations comme Medica Zenica, Vive Zene ou Forgotten Children of War, Zaborav Liena, Dijeka Rata ont développé une panoplie de stratégies pour soutenir les survivantes. Ces ONG priorisent généralement une approche de justice transformatrice qui vise à transformer à la fois les contextes sociaux et les inégalités qui ont rendu ces violences possibles. Fondée en 1993, en plein conflit, Medica Zenica gère ainsi une petite maison d'hébergement. Elle offre des thérapies individuelles et de groupes spécialisés dans les violences sexuelles et les traumatismes de guerre, de l'ergothérapie, ainsi que des formations pour favoriser l'autonomie financière des femmes. L'organisation est aussi active en éducation populaire contre les stéréotypes de genre, en plus de plaider pour la modification de certaines lois et la normalisation de certaines procédures. Elle sensibilise également les procureurs et la police au vécu des survivantes pour qu'ils évitent de déclencher des chocs chez les survivantes. D'autres pays peuvent apprendre beaucoup de Medica Zenica pour ne pas répéter des erreurs semblables à celles que nous avons faites à l'époque, lorsqu'on ignorait presque tout du traumatisme psychologique et de ses conséquences, affirme Sabiha Uzic, qui œuvre au sein de l'organisme depuis sa création. Nous avons développé différents modèles pour transmettre nos formations et notre approche, sensible au stress et au traumatisme, à d'autres institutions. De fait,
Des représentants d'institutions et d'ONG de pays comme l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, l'Allemagne, le Kosovo, l'Irak ou l'Afghanistan, avant la prise du pays par les talibans, ont visité le pays pour s'inspirer de ce bagage d'expérience. Nous expliquons comment nous encourageons les femmes à témoigner, comment nous travaillons avec elles et les familles, comment elles s'intègrent dans la vie et les choses que nous faisons pour la paix en Bosnie, raconte la directrice de l'ONG. Elle souligne l'importance d'adapter toute mesure au contexte local et de soutenir la santé mentale des intervenants-intervenantes dans le processus. Pour une justice réparatrice et transformatrice. Le système judiciaire a aussi connu certaines avancées depuis la reconnaissance du viol et de l'esclavage sexuel comme crime contre l'humanité en 2001. En 2021, une modification du Code criminel bosnien a criminalisé le déni du génocide et la glorification des criminels de guerre, des éléments observés en Republika Srpska, République serbe de Bosnie, l'une des 3 entités administratives du pays. En 2022, l'une de ces entités a historiquement reconnu les enfants nés de viols de guerre en leur octroyant le statut de victime civile de la guerre. En Bosnie comme ailleurs dans le monde, la justice pénale est indispensable, estime Leila Mahmoud. On a besoin d'un système de réparation global et transformateur, où les femmes peuvent recevoir une thérapie avec des personnes formées, être actives dans l'économie, avec une approche solide et holistique de la guérison, croit-elle. Pour le maintien de la paix, il faut travailler sur l'égalité des genres. Cela signifie travailler pour les filles, mais aussi pour les garçons. De son côté, Sabiha Uzic poursuit sa mission avec optimisme et sourire. Demain, elle rencontrera 3 survivantes qui prennent la parole pour la première fois. Plus de 30 ans après la fin du conflit, le travail continue. Même si, pour certaines, il ne fait que commencer. Encadré. Depuis longtemps, les hommes utilisent systématiquement les violences sexuelles comme arme de guerre dans les conflits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats de l'armée japonaise auraient violé entre 20 000 et 80 000 femmes et enfants lors du massacre de Nankin en Chine. On estime que 2 millions de femmes en Allemagne ont été violées par les soldats soviétiques, américains, français et britanniques en 1945. En 1971, des centaines de milliers de femmes du Bangladesh ont été violées par l'armée pakistanaise lors de la guerre d'indépendance. Parmi les cas récents, citons le génocide des Tutsis au Rwanda, 1994, la guerre civile en Sierra Leone, 1991-2002, la guerre civile en République démocratique du Congo, toujours active, les persécutions des Yézidis par l'État islamique, les exactions commises par l'armée birmane contre les femmes Rohingyas, ou encore celles perpétrées par les forces russes sur les femmes et les hommes en détention en Ukraine. Aujourd'hui, le Darfour au Soudan est l'un des théâtres les plus actifs de violences sexuelles systématiques dans le monde. En 2024, ONU Femmes a recensé plus de 4 600 cas de violences sexuelles liées au conflit, utilisées comme tactique de guerre, comme moyen de torture ou à des fins de terrorisme et de répression politique, soit une augmentation de 87% en 2 ans. C'était Violences sexuelles en temps de guerre,
Les leçons de la Bosnie, un texte de Marianne Demers-Lebé, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. Quand les émotions défient les statistiques. Un texte d'Alexandre Soublière paru le 23 juillet 2026 dans La Presse. Plus tôt cette année, un sondage Angus Reid a révélé que 3 Canadiens sur 5 croient que le taux de criminalité a augmenté au cours des dernières années dans leur communauté. Or, les données récentes de plusieurs grandes villes du pays racontent une autre histoire. Que révèle cet écart entre les chiffres et les perceptions? Toronto ne fait pas exception. Il y a un peu plus d'une semaine, une fusillade survenue lors du festival de rue Salsa en St. Clair a ravivé les discussions sur le sentiment de sécurité. À la suite de cet événement violent qui a fait 2 morts, le candidat à la mairie Brad Bradford a accusé la mairesse Olivia Chow de se cacher derrière ces chiffres avant de suggérer qu'un, citation, « leader devrait écouter ses citoyens au lieu de leur dire comment se sentir, car les émotions ne sont pas des statistiques, elles sont la vérité. » Fin de citation. En effet, avant cette fusillade du 11 juillet 2026, la mairesse Chow avait souvent vanté son bilan en matière de baisse de la criminalité. En 2025, par exemple, Toronto a recensé 45 homicides, le plus faible nombre en plusieurs décennies, malgré une population croissante. Alors, à quoi se fier? Les chiffres ou les émotions? Il y a toujours des nuances. Bien que la criminalité soit à la baisse depuis l'année dernière, parenthèse, dans plusieurs villes occidentales d'ailleurs, pas seulement à Toronto, fin de parenthèse, certains crimes ont tout de même augmenté au cours de la décennie. Aussi, quand des perceptions s'installent dans la population, elles ne se dissipent pas la seconde où les choses s'améliorent. Prenez l'inflation, par exemple. Même lorsqu'on se fait dire que les prix se stabilisent, il faut commencer à le sentir à la caisse avant d'y croire. En 2024, l'année de l'élection du président Trump, certains sondages montraient qu'une majorité d'Américains croyaient que les États-Unis étaient en récession, malgré un PIB en croissance et une réduction du taux d'inflation. Cet écart avait été surnommé la Vibe Session, contraction de vibe pour ambiance et récession. On observe un décalage similaire avec les classements internationaux du bonheur ou de la santé. On accepte souvent leurs résultats comme des vérités objectives, mais on s'attarde rarement aux indicateurs concrets qui les composent. Comment définit-on une ville sûre? Évidemment, il est positif de voir les homicides diminuer, et il est primordial de le prendre en compte dans notre analyse. Mais si, dans l'espace public, les graffitis, les déchets et les seringues souillées deviennent de plus en plus visibles, le sentiment d'insécurité peut lui aussi grandir, malgré les statistiques et le taux de crime. Et on ne peut négliger l'aspect politique. Que ce soit pour la criminalité ou l'économie, différents partis chercheront toujours à amplifier ces sentiments d'insatisfaction, qu'ils correspondent à ce que disent les chiffres ou non. À Londres, les homicides ont diminué de 11 % en 2025. Depuis que les crimes majeurs sont comptabilisés de la manière actuelle, ils seraient à leur plus bas depuis 2003. Mais la réputation d'une ville dangereuse persiste. L'écart entre les chiffres et la perception est si grand que le commissaire du Metropolitan Police Service, Sir Mark Rowley, a cru bon de remettre les pendules à l'heure dans une lettre ouverte publiée dans le Times il y a quelques mois. Citation. « Malgré certaines affirmations qui circulent en ligne, y compris des vidéos générées par intelligence artificielle créant des scénarios violents fictifs, certains commentateurs font la promotion d'un récit qui les arrange, même si les faits racontent une toute autre histoire. » Fin de citation. Intelligence artificielle ou non, les réseaux sociaux sont remplis de vidéos violentes dont l'origine est floue, mais dont l'impact émotionnel est bien réel. Notre cerveau n'a jamais été conçu pour absorber en continu autant de peur et de colère. Je me souviens d'un cours de cinéma où le professeur nous disait que les films d'horreur provoquent de véritables réactions physiques chez les spectateurs. Le cœur qui bat, la chair de poule, les frissons dans le dos. J'observe des réactions similaires lorsque je vois sur les réseaux sociaux une vidéo de bagarre à Berlin ou un vol de bijoux de type smash and grab à San Francisco. Pourtant, je suis confortablement assis sur mon sofa, en sécurité chez moi.
Ces vidéos violentes, qu'elles soient récentes ou non, proches ou lointaines, restent avec nous. Elles finissent par façonner notre perception du monde. Plus les gens passent de temps en silo dans leur algorithme, plus il devient difficile de bien cerner des tendances collectives. Finalement, le défi n'est peut-être pas de comprendre pourquoi les perceptions divergent des chiffres sur le plan de la sécurité, mais plutôt de développer des indicateurs qui tiennent compte des deux. Après tout, n'est-ce pas l'une des plus vieilles questions philosophiques qui soit « Comment décrire la réalité ?» C'était « Quand les émotions défient les statistiques », un texte d'Alexandre Soublière paru le 23 juillet 2026 dans La Presse. Un milieu plus humain? Un texte de Marine Cornioux paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Rendre l'agriculture durable, c'est aussi prendre en compte les conditions de travail des agriculteurs et agricultrices et celles des travailleuses et travailleurs migrants temporaires, TMT. Sur ce point, le Québec a du chemin à faire. La plus grande proportion des TMT se trouve dans le secteur agricole, rappelle Jorge Frozini, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, et titulaire de la chaire de recherche du Canada en communication interculturelle et technologie de gestion en contexte pluraliste. Le permis de travail fermé, qui lie les TMT à un seul employeur, en conjonction avec le statut de résident temporaire, peut faciliter les abus. Il faudrait le remplacer par un permis ouvert qui donnerait aux TMT la possibilité de changer d'employeur, souligne-t-il. Parmi les autres mesures à mettre en place d'urgence, il mentionne l'accès à la résidence permanente si la personne le souhaite, la possibilité de choisir un autre logement que celui proposé par les employeurs, le renforcement des contrôles en sécurité et santé du travail, et la présence de traductrices ou traducteurs indépendants dans les hôpitaux et dans les cliniques pour mieux prendre en charge les TMT en cas d'accident de travail. C'était « Un milieu plus humain », un texte de Marine Cornioux paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.